Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Expliquez-nous d'abord ce qui se passe avec ce plan anti-pauvreté dont vous nous parlez depuis des mois, annoncé en mai, puis en juin, puis en juillet, puis vous nous dites, enfin c'est Agnès Buzyn qui le dit, ah ben non, en juillet il y a le football, ce sera en septembre. Quelle est la raison de ce report ? Je ne répondrai pas à la petite polémique sur la question du football. Si quelqu'un peut sérieusement penser qu'on reporte un plan aussi important en raison d'un match de football, c'est qu'il est dans la polémique, c'est une chose trop sérieuse. Agnès Buzyn semblait le penser sérieusement. Le président de la République va en faire un temps important à la rentrée. Ce qui est important de dire, c'est que, au fond, le plus important pour les gens, au-delà des commentaires, de nos oppositions diverses et variées, c'est le temps de la mise en œuvre. Le temps de la mise en œuvre, ce sera au 1er janvier 2019, comme prévu. Pourquoi on prend du temps sur ce plan pauvreté ? Parce qu'il y a en France 9 millions de pauvres. 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un enfant sur 5. On a un peu plus de 4 millions de personnes mal logées. On a 10 ans d'espérance de vie de moins quand on est un ouvrier que quand on est un cadre. Et donc, c'est pas simplement de la mesure d'ajustement, du saupoudrage pour gérer tel sujet ou tel autre. C'est un plan qui est global, qui attaque la pauvreté, non pas simplement les symptômes, mais qui attaque la pauvreté à la racine. Les inégalités à la racine, c'est ce que vous disiez dans une tribune aux Parisiens fin mai, en pensant, si j'imagine, que les mesures allaient être annoncées de façon imminente. Mais c'est important d'inverser la logique, parce que il est évidemment important de poursuivre la lutte contre la pauvreté lorsque celle-ci s'est déclarée, lorsque les gens sont tombés dans la précarité. Mais l'objectif, c'est aussi d'empêcher que cela tombe dans la précarité. Et je vais vous dire, la bonne politique sociale, c'est évidemment de réparer, mais c'est aussi de prévenir. Et comment on fait ? Ce que fait Jean-Michel Blanquer, et là on a les premiers résultats, parce que j'entends gens qui disent on ne voit pas la jambe sociale, on ne voit pas les résultats. Les premiers résultats sont tombés sur le dédoublement des classes. Quand on est 12 gamins par classe au lieu de 25, ça a été fait dès la rentrée 2017. Les enseignants, c'est pas nous qui le disons, les enseignants disent que les résultats à la fin de cette année scolaire sont spectaculaires. Ces gamins-là ne seront pas... Mais attendez, la logique de la chose. Ces gamins-là ne seront pas des décrocheurs scolaires dans 10 ou 15 ans, et donc ne devront pas être accompagnés par des aides sociales, par des politiques sociales. J'ai compris la logique. Donc on voit bien que la politique sociale, c'est le calendrier et le report du calendrier. Vous avez sur la table 110 propositions depuis la mi-mars. C'est une concertation. Les associations ont été pressées de déposer leurs idées. Et donc, qu'est-ce qui coince ? C'est une concertation importante avec l'ensemble du monde associatif. C'est aussi un sujet de discussion avec les départements, parce que vous le savez, les départements ont un rôle important à jouer sur les questions de RSA, sur les questions d'aide sociale à l'enfance. Vous avez noté que les relations avec les départements aujourd'hui sont, on discute âprement avec les départements parce qu'ils sont face, eux, à des situations financières difficiles. Et donc, ce plan qui est important, prenne quelques semaines supplémentaires pour que l'ensemble des acteurs, le monde associatif, les collectivités locales, l'État soient réellement au rendez-vous de cette bataille contre la pauvreté. Franchement, l'essentiel, c'est que la mise en œuvre n'a pas été décalé d'une seule journée, c'est ça qui sera dans la vraie vie des vrais gens. Alors j'ai une autre hypothèse, c'est que peut-être êtes-vous prisonnier de vos choix budgétaires, pour le dire de façon un peu provocante, après avoir fait des cadeaux aux riches, vous n'avez plus d'argent pour faire des cadeaux aux pauvres. On n'a pas fait des cadeaux aux riches, on a permis, par exemple, avec la réforme de l'ISF, de faire en sorte que l'argent soit investi dans des entreprises en France qui vont créer de l'emploi en France. J'en ai assez d'entendre qu'on a fait des cadeaux aux riches. Est-ce que vous avez aujourd'hui des marges budgétaires pour faire de la politique sociale ? C'est ça la question. Par deux le nombre d'élèves par classe dans les quartiers populaires, c'est pas des cadeaux aux riches. Quand on transforme le plan d'investissement dans les compétences et qu'on veut former 1 million de personnes éloignées de l'emploi, 1 300 000 jeunes qui sont décrocheurs scolaires, c'est pas des cadeaux aux riches. C'est bon pour le pays, et une politique sociale, ça prend du temps à produire ses effets. On pourrait faire... Marre de l'entendre, Benjamin Griveaux, mais c'est ce que pense une grande majorité de Français. On en parlait dans le journal, vous avez eu ce décrochage brutal dans l'opinion. Votre politique est jugée injuste, inefficace. Elle est menée par un président qui n'est pas humble, pas proche des gens, éloigné de la vraie vie, trop sûr de son fait. Tout cela est dit par 65 à 80% des sondés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernance aujourd'hui ? On ne gouverne pas le nez sur les sondages. Ce qui est difficile dans ce que nous avons entrepris, c'est que nous pourrions faire comme ça a été fait depuis 20 ans, faire plaisir à des clientèles, dire on va vous donner un peu d'argent ici, comme ça, voilà, le mécontentement va s'estomper. On a été spécialiste de ça dans le quinquennat précédent, si on se dit les choses. Eh bien, ça n'est pas notre manière de faire. On veut transformer le pays durablement, en profondeur. Et je suis sûr d'une chose, c'est que les parents des gamins qui désormais savent lire, écrire et compter à la fin du CP, ceux-là,
ils savent que nous faisons une politique sociale. Et ça prend du temps de transformer ce modèle social qui a tant souffert et qui ne fonctionne pas. J'entends les impatiences, j'entends les colères. J'étais la semaine dernière, et je veux aussi dire qu'il y a des choses formidables qui se font dans le domaine social parce qu'on entend beaucoup d'âneries. Moi, j'ai passé beaucoup de temps ces 2 dernières semaines à rencontrer des gens du monde de l'insertion par l'activité économique, le réseau social dans le 19e arrondissement. Eux, ils ont des gens qui sont très loin de l'emploi, ils les prennent, ils ont un peu d'appétence informatique, ils en sortent 70 à 80%, parfois 90% en insertion durable dans l'emploi. C'est comme ça qu'on va y arriver. Il y a des gens qui font des choses formidables, on va amplifier les gens et on va les aider, ceux qui font des choses qui fonctionnent, et puis il y a des choses qui ne marchent pas, celles-là, on les changera. Vous n'êtes pas troublé, Benjamin Griveaux, par ces éléments d'image que je viens de citer par Moi, je suis troublé par les gens qui sont sous le seuil de pauvreté depuis très longtemps dans notre pays. Moi, je suis troublé par les gens qui n'ont pas de boulot. Je suis troublé par les jeunes à qui on dit à 16 ou 17 ans, tu n'as pas d'avenir. C'est ça qui me trouble. C'est pas les sondages. Si on est troublé par les sondages, très sincèrement, il faut aller faire autre chose. Je ne parle pas des sondages de popularité. Je parle de la façon dont cette politique aujourd'hui est perçue par une majorité de Français. Injuste et plus nouveau encore, mais inefficace. Elle est injuste, c'est le cas depuis plusieurs mois. Vous savez, réparer le pays prendra plus d'une année. Plus d'une année. Donc les résultats l'état du pays, l'état dans lequel nous l'avons trouvé, socialement, économiquement, politiquement, moralement, financièrement, mérite sans doute un peu plus qu'une seule année. Et nous avons des éléments tangibles qui ont été mis en œuvre, qui prendront du temps à produire leurs effets. Mais je suis certain d'une chose, c'est que quand la PME qui a besoin d'avoir un jeune apprenti se dira au mois de novembre, au mois de janvier, j'aimerais bien pouvoir commencer une période d'apprentissage, elle pourra le faire. Elle ne pouvait pas le faire auparavant. Et qu'on mettra enfin plus d'argent sur la formation des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi, les chômeurs et les ouvriers, plutôt que de mettre de l'argent sur les cadres. Je me dis que les ouvriers et les chômeurs se diront que nous avons fait une bonne politique sociale. Emmanuel Macron s'exprimera lundi devant le Congrès à Versailles. Il ne fera pas le plein. Il y a plusieurs députés, les Insoumis, quelques députés de droite aussi qui ont dit qu'ils n'iraient pas à ce Congrès. Et même au moins un député de La République En Marche, Paul Molac, qui dit « Je ne comprends pas, le président s'exprime régulièrement, on l'entend régulièrement, il fait passer des messages, je ne comprends pas l'utilité de ce Congrès. » Est-ce que pour Paul Molac et pour les autres, vous pouvez expliquer l'utilité pour le président de la République de s'adresser aux députés et sénateurs réunis à Versailles? Quand on est un parlementaire, on est dépositaire d'un morceau de la souveraineté de la nation. On est un représentant de la nation. Et quand le président de la République s'adresse à la représentation nationale, la plus élémentaire des courtoisies, et on peut être en désaccord total. Et d'ailleurs, beaucoup de députés de la France Insoumise ou des Républicains font entendre leur désaccord total à longueur d'onde. La moindre des courtoisies, la plus élémentaire, c'est de se rendre au Congrès et de l'écouter. Lesquels députés expliquent que la courtoisie, ce serait que le président puisse écouter les retours et les réponses des députés, ce que ne permet pas aujourd'hui la Constitution. Il les entend. Non, la Constitution ne permet pas cela. Effectivement. Je vous le confirme. Mais c'est bizarre cette communication à sens unique. C'est pas de la communication, c'est l'expression de l'horizon qui est poursuivi, du pourquoi des choses, le rôle du président de la République. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette campagne présidentielle, sans doute, les Français ont-ils entendu différemment Emmanuel Macron des autres candidats. C'est qu'il était vraisemblablement le seul à dire pourquoi nous faisons les choses, pourquoi nous portons tel projet, où nous allons ensemble, quel est le cap, quel est l'horizon. C'est ça le rendez-vous de lundi, c'est de pouvoir remettre en perspective. Et je crois que c'est un temps important pour le débat politique qui bien souvent s'attache trop à l'écume des choses, aux détails, aux petits tweets, aux bons mots. Là, on va pouvoir s'intéresser à l'horizon et au cap fixé par le président de la République. Je regrette que des parlementaires considèrent que c'est inutile de s'y rendre. Il fixera un cap, il donnera des éléments éventuellement sur les plans qui ont été retardés, le plan pauvreté, le plan hôpital aussi qui devait être rendu public ces semaines-ci. À nouveau, l'objectif, c'est de redonner le cap et l'horizon. Je ne connais pas, c'est pas moi qui travaille le discours qui sera prononcé lundi et le président de la République aime les travailler jusqu'au dernier moment et il y mettra sa patte évidemment très personnelle. Benjamin Griveaux, contre la maire de Paris, Anne Hidalgo, vous ne retenez plus vos coups et ne cachez plus vos ambitions en vue des prochaines municipales, ce qui pour l'équipe en place pose un problème démocratique. Est-ce qu'on peut être en même temps prétendant à la mairie de Paris et porte-parole du gouvernement? Je suis surtout député de Paris. Je comprends l'énervement des élus proches de la maire de Paris, mais moi, c'est pas la maire de Paris qui m'intéresse, c'est ce que disent les Parisiens, c'est ce qu'ils vivent dans leur quotidien.
Et voilà, il y a eu l'épisode Vélib, il y a Autolib, il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a des choses qui fonctionnent bien, et il faudra les amplifier. Puis il y a des choses qui fonctionnent pas. J'ai été élu député de Paris. Je sais que ça les ennuie. Mais aujourd'hui, vous êtes du 3e et du 10e arrondissement de Paris. Je sais que ça les ennuie. Mais il n'empêche qu'en tant que député de Paris, j'ai aussi, je crois, le droit de m'exprimer de temps en temps. Et en tant que Parisien, y vivant, mes enfants y étant nés et y grandissant, j'ai sans doute peut-être le droit de m'exprimer de temps en temps sur le sujet. Je comprends qu'ils n'aiment pas le débat et qu'ils ne sont pas habitués au débat, mais il va falloir qu'ils s'y habituent. Que ferez-vous cet après-midi à 16h ? Alors à 16h, écoutez, c'est l'anniversaire de ma petite fille aujourd'hui et malgré son très jeune âge, elle m'a demandé de regarder le match de foot avec elle et donc je vais, pour l'anniversaire de ma petite fille, regarder le match de foot avec mes enfants. À domicile, pas dans votre bureau de ministre. Non, pas dans mon bureau parce que les enfants, leur place, c'est à la maison, pas au ministère et puis je retournerai bosser après. Très bien, merci Benjamin Griveaux d'être venu au micro d'Europe 1. Merci à vous. Europe 1.